Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec notre motarde en or. Patricia, bonjour. Bonjour à tous. Patricia, aujourd'hui tu nous proposes un rendez-vous avec Sylvain Pierron qui est auteur de Enfourche tes rêves. Oui, mais pas que avec Sylvain, pour... Que du plaisir à parler bouquin moto. Et il y aura donc Sylvain et ensuite, effectivement, il y aura Marc Quadrado pour aussi une BD. Ouais, tu nous proposes aussi avec Valérie et Edwige de partir en Norvège aujourd'hui. Voilà, on y va. Tu vas me dire, Norvège, c'est un pays... remarque, aujourd'hui, il fait assez frais ici dans la région, donc ça va pas nous dépayser. On va commencer à parler plan voyage, départ plan voyage, 2016. déjà, pour les... oui, voilà. Effectivement. Valérie, bonjour. Bonjour à tous. Ils sont là dans les studios, voilà. Edwige aussi, bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà. Nous avons aussi le président de la commission technique régionale Flandre-Artois. Alors, le représentant du FOLEP qui va donc nous parler de toute cette organisation qui permet de voir de super épreuves et aussi toute une école de formation. Voilà, tout ce qui est activité moto en UFOLEP, moto tout-terrain, école de conduite, formation également d'adultes. Et nous avons aussi également le président du motoclub des Étangs, Jérémy. Voilà. À l'honneur, un club de motocross. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous et meilleurs vœux à tous. Donc tu vas pouvoir nous parler du club. Ouais, j'ai une question à poser à Jérémy. L'année passée, tu as participé à l'Enduropal. Oui, c'est ça. Cette année, tu remets ça, non Non, pas cette année. C'est dans 15 jours, là. Hein. C'est la grande fête de la moto dans la région du Nord, Pas-de-Calais. Il sera un peu tard pour s'y mettre. Et non, c'est pour ou alors tu t'oses plus parce qu'avec les petits problèmes que tu avais eu l'année passée. Ouais, on va dire qu'on a eu un petit souci, problèmes de tendeur de chaîne. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, et t'étais présent. T'étais présent, l'ami. Ouais, c'est mon sauveur, en fait. Parce que je me bats toujours avec une clé de 10. Voilà, là, j'avais toujours la clé de 10 dans ma poche et tu es tombé en panne devant on s'est retrouvé là-bas, on s'était donné rendez-vous tout quai, puis on tu te rends pas compte de la chance que tu as eu là. Dans un sens, il n'y avait pas de chance, mais d'un autre côté, tu avais plein. C'est un coup de bol pas possible. Ouais, là on peut dire que j'ai eu mon petit coup de chance ce jour-là. Ouais. Voilà, très bien. Et puis aux Info Club, elle me disait Christine. Oui, bonjour Christine. Bonjour à tous. Voilà. Et puis à la technique, forcément, et au programme musical, c'est notre ami Laurent. Et bonjour à tous.
Voilà, au téléphone, nous avons Sylvain Pierron qui est auteur de ce bouquin Enfourche tes rêves. Oui, Enfourche tes rêves, qui est disponible à la vente globalement depuis la deuxième quinzaine de décembre. Un nouveau livre qui vient enrichir la littérature motarde. Donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui à l'antenne son auteur Sylvain. Sylvain, tu es avec nous? Rassure-moi. Allô. Allô, bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, on m'entend bien là? Oui, on t'entend très bien. Bon, parfait, bonjour. Bonjour. Enfourche tes rêves, un super beau titre. Est-ce que c'était aussi ton rêve d'écrire un jour un livre sur la moto? Écoute, au départ, absolument pas. C'était vraiment pas du tout dans l'idée. J'ai commencé en fait à avoir cette idée à partir du moment où j'ai mis en place un blog pour les copains motards. On s'était réunis autour d'une effigie en fait, un petit moineau, oui. un petit moineau en fait. Oui, dis-nous qui tu es en fait. Donc motard, on peut. Pardon, excuse-moi. Donc dis-nous qui tu es. Tu dis tu es motard, donc tu es tombé très tôt en motardie. Comme tu l'écris. Oui, tout à fait. Ouais, ça remonte en fait aux années 80. Donc bon, j'avais une dizaine d'années à l'époque et on remontait en fait l'autoroute en plein milieu justement du retour des 24 heures du Mans. Donc là je me suis retrouvé face entre guillemets à mon destin qui n'était pas du tout rien n'était prévu. Je suis tombé amoureux. Voilà. Et donc j'ai passé mon permis quelques années plus tard. Et écoute, depuis je roule. Oui, et depuis tu es passionné parce que c'est le livre d'une passion. C'est dans la collection de témoignages, hein, ça précise bien ton récit. Oui, c'est un témoignage à l'origine. Au départ, c'est plus l'histoire de ma vie, mais je dirais en fait, je vais pousser plus loin l'idée, c'est que c'est pas uniquement mon histoire, c'est un peu l'histoire de tous les motards. Hein. C'est-à-dire que pour beaucoup en fait de lecteurs qui ont eu l'occasion de lire mon livre, ça m'a fait super plaisir. Je crois que c'est la plus belle des récompenses. Beaucoup m'ont répondu en me disant mais merde, c'est moi quoi en fait. Le fait de lire le fait de lire les pages, en fait, ils se sont reconnus et finalement, en fait, c'est vraiment l'histoire de tout à chacun, finalement. Oui, et cette histoire personnelle, effectivement, t'amène, du moins, tu nous racontes, hein, tu as participé quand même à beaucoup de choses, beaucoup d'événements, effectivement, où tout motard aussi peut participer. Et cette histoire, elle vient toujours en référence à l'histoire de la moto. Oui, en fait, si tu veux, au départ, c'est un récit personnel sur lequel j'ai voulu ce que je précise en fait dans la quatrième de couverture, dédiaboliser le motard, en fait, en parlant je dirais, de rassemblements mythiques, en fait, d'histoires, d'anecdotes qui font qu'aujourd'hui la culture motard existe et que beaucoup en fait de personnes, motardes ou pas, ne connaissent pas forcément ou semblent vouloir connaître. Et finalement, j'ai essayé de faire des recherches, les meilleures recherches qui soient, parce que c'est pas forcément très simple au niveau des années 70. C'est beaucoup de bouche à oreille, et il y a très peu d'écrits. Donc en fait, j'ai fait le maximum pour essayer de remonter les meilleures des informations. Oui, alors effectivement, tu parles de grands événements, tu parles aussi des codes motards. Oui, les codes moteurs, bien évidemment. En fait, les origines du salut moteur, d'où vient ce salut, pour quelles raisons. Maintenant également, je parle aussi de tout ce qui touche à la fraternité et la solidarité, qui existe depuis on va dire les premiers groupes motorisés dans les années 40. Hein. Et de là, en fait, effectivement, je tourne en fait autour de mon histoire par rapport à l'ensemble de ces anecdotes. Oui, ce qui est important, voilà, les valeurs fondatrices du monde motard, c'est repris et c'est illustré à plein d'occasions. Et tu sembles te présenter vraiment comme un maillon vivant, je dirais en quelque sorte, entre les anciens. Et ce à quoi tu tiens, que tu voudrais voir perdurer dans le temps, ces valeurs qui sont partagées. Oui. Voilà, anciens, oui, effectivement, j'allais dire les anciens. Bien évidemment, je dirais que sans les motards des années 40, 50 et plus tard 60, 70,
sans cette première génération de moteurs, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est ce que je précise, en fait, c'est grâce notamment à eux que les premiers motoclubs sont nés, les premiers rassemblements mythiques, je dirais la création également de la Fédération française des motards en colère, notamment. Tous ces éléments d'information, ces éléments, s'ils n'avaient pas existé, s'il n'y avait pas eu cet esprit de rébellion de l'époque, la moto aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est. Et ça me fait sourire lorsque tu me dis en fait les anciens, parce que mine de rien, ça fait maintenant plus de 25 ans que je fais de la moto, donc je fais partie maintenant également entre guillemets des anciens, même si je veux pas le reconnaître. Et ce que je vois aujourd'hui de la moto, je me dis que les choses évoluent et que c'est pas forcément toujours dans le bon sens. Maintenant, ça reste mon opinion. Oui, tu te positionnes sur de nombreux sujets. Et si tu veux, on va profiter d'une petite pause musicale et on se retrouve après et on en parle. Okay. À tout de suite. Ten long years, 10 more to go. One right in jail, gone, let me go, son. Save your prayers, cry no more. They gonna kill now. Could be the way it was, could be the way it was, could be the way it was done. Could be a hard one cold. You hidden late without no hope, but are you bound? Don't wanna grow done beyond a pale driven dust. It ain't no wonder. Could be the way it was, could be the way it was, could be the way it was sung. Could be a hard road to crow. It's hard to tell which way it goes. You're living well, way down the road, son. You're taking hell, giving blood to all it wants, son. Could be the way it was, could be the way it was, could be the way it was, son. Could be a hard road to go. Could be a hard road to go. Hard road to go. It's such a hard road to go. Such a hard road to go. Where it ends, we never know. How, when, or way down the road, son. What kind of man we become? I'm trying to tell you, don't let them break me, Lord. Don't let them break me, Lord. Could be the way that I was sown. Could be on road to hoe. Hard road to hoe. Oh, hard road to hoe. Could be a hard road to hoe. It's such a hard road to hoe. Et là, toujours avec Sylvain Pierron, donc au téléphone pour ce bouquin Enfourche tes rêves. Oui, un très bon livre. Sylvain, merci d'être avec nous pour nous en parler. Je dis un très bon livre parce que ça fait la deuxième fois que je lis ton livre.
Et plus je lis et plus je l'apprécie. Voilà, au tout début, c'est vrai que au niveau du style, il y avait certaines choses, j'étais peut-être un petit peu trop critique. Je crois qu'il faut se laisser aller un peu comme tu le fais, comment dire, à apprécier cette liberté de parole. Oui, en fait, si tu veux, j'ai eu l'occasion également forcément de relire une bonne quinzaine de fois mon manuscrit avant de l'envoyer à l'éditeur. Et effectivement, parfois, je me dis, mais nom d'un chien, mais soit t'en dis trop, soit t'en dis pas assez. Je dirais que je suis picard d'adoption au départ, mais je suis plutôt marseillais dans ma façon d'être. Hein. Je parle beaucoup avec les mains, mais j'écris avec la bouche. Et du coup, c'est vrai que au départ, beaucoup trop d'informations, et finalement, il a fallu que j'élague, parce que sinon, c'était pas un livre de 254 pages, il aurait forcément fait beaucoup plus. Ouais, voilà. Je crois que tu as de quoi écrire plusieurs livres. C'est surtout ça. Peut-être. Et donc, la Miche, tout à l'heure, en te présentant, citer Baudelaire, des références culturelles, il y en a énormément dans ton livre. Beaucoup de citations qui vont de Coluche à Tabarly, Audiard et j'en passe. Des citations aussi de toi, de toi-même, du Joe Bartim. Bref, il y a une citation, du moins, qui devrait plaire à la Miche, hein. Mais j'ai oublié de noter l'auteur. Alors, c'est une définition de pucelage. Pucelage. Petit oiseau qui n'a pas de queue. Alexis Piron. D'accord. C'est effectivement une citation d'Alexis Piron. Alors je l'ai plus réellement en tête, mais effectivement c'est l'idée en fait de cette. C'est très poétique. C'est-à-dire que je lui donnerai en privé, parce qu'on a un public un peu large quand même qui nous écoute. Moi j'espère. Bon c'est très poétique. Et donc voilà. Non c'est vraiment. Plein de choses intelligentes qui accrochent et le glossaire. Le glossaire, c'est un réel plus pour le livre. Là, je dois dire que je l'ai vraiment aussi beaucoup apprécié. Disons qu'en fait, c'est ce que j'explique dans les toutes premières pages. J'ai voulu mettre en place un glossaire parce que l'idée pour moi, c'était bien sûr que les moteurs se réunissent autour de ce livre, mais aussi tous les kidams qui, soit par curiosité, soit par envie, soit par goût de la lecture, se réunissent autour de ce livre. Et j'ai essayé de faire un livre ouvert à tout public. Et donc en fait ce glossaire permet pour beaucoup d'entre nous, si on ne connaît pas en fait certains termes moto, de se reporter en fait à ce glossaire, de se dire bon ça va, je finirai pas idiot, au moins j'aurais compris ça. Mais voilà, l'idée du glossaire en fait m'est venue au fur et à mesure en fait de la mise en page du manuscrit. Oui, alors ce qui est rigolo, si tu veux, par exemple, moi j'avais retenu une des définitions sur les grilles, par exemple, qui sont donc en rapport avec l'enseigne, je dirais Harley Davidson, les petits artisans. Oui. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que on va parler d'une BD après, donc je veux une Harley, le 4e tome, et il y a aussi juste la petite définition, c'est cité aussi, et la petite définition beaucoup plus synthétique. Mais c'était comme ça, un clin d'œil. Donc là, tu parlais justement de ce qui existait dans l'Aisne. Ça donne envie d'aller faire des balades. J'irais. Au niveau de la Picardie, oui, c'est vrai. En fait, des rassemblements, il y en a partout en France, et je dirais que c'est pas forcément les plus grands rassemblements qui sont les meilleurs à faire. Je partirais même du principe que les petits rassemblements sont généralement beaucoup plus sympas, c'est familial. La plupart du temps, en fait, on se connaît plus ou moins tous de vue, et lorsqu'on se connaît, en fait, qu'on s'est croisé une fois ou deux, finalement, on finit par discuter. Ceci étant dit, à côté de ça, oui, la Picardie, en dehors des rassemblements,
est une région en fait qu'il faut découvrir. Il y a des coins super sympas et c'est pas uniquement en fait un immense champ de betteraves, la Picardie. Hein. C'est également en fait des sites historiques. C'est également en fait des lieux super sympas, vachement jolis et puis parfois en fait des bonnes surprises, hein, des pubs, des restos. Enfin bon, moi j'adore la bouffe. Donc forcément, lorsqu'on peut s'arrêter, se poser en fait dans un petit lieu en fait qui paye pas forcément de mine et se taper la cloche, je dirais que la Picardie effectivement est une région à découvrir à moto. Écoute, Sylvain, on va se donner rendez-vous, c'est à Pécancourt, parce qu'on a l'immense chance que tu sois avec nous sur le stand lors du salon de Pécancourt. Donc, oui. On va vers vite, là. On va juste préciser que ton livre est édité chez Edilivre, qu'il est disponible sur commande à la FNAC, Cultura, Amazon. On peut le trouver aussi chez certains libraires. Bien sûr, donc, en librairie, en fait, voilà. Juste à le commander en librairie. Voilà. Alors, on va mettre les liens. On va essayer de donner le maximum d'infos. Il est au prix de 19,90 €, mais c'est 19,50 €, excuse-moi, j'ai fait une petite majoration. Pas de problème. Et donc, mais c'est un beau papier, il y a des photos, c'est agréable à feuilleter. Donc, il faut vraiment que nos auditeurs puissent le découvrir. Donc, rendez-vous bientôt, Sylvain. On te remercie beaucoup. Merci à vous de votre accueil, c'était super sympa. À bientôt. À bientôt, au revoir. Red dress, come on, boys. 1, 2, 3, 4. I see that red dress, babe, hanging on that shelf. Oh, see that red dress, babe.
Voilà, toujours de la lecture, Patricia, nous avons Marc Quadrado, scénariste du 4e tome de Je veux une Harley. Alléluia. Ouais, c'est carrément la fête aujourd'hui parce qu'on a enfin l'opportunité de parler du 4e tome, comme tu dis, de Je veux une Harley, qui est paru déjà en novembre dernier et j'ai réellement beaucoup aimé. Et encore une fois, cadeau pour qu'un coup, nous avons le grand plaisir d'avoir à l'antenne son scénariste Marc Quadrado. Merci Marc de nous faire ce cadeau. Oui, bonjour Patricia. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être là. Écoute, c'est le plaisir. Alors là, il est total pour nous. Donc, juste le temps de rappeler aux auditeurs, depuis quelques années, on va dire globalement 4, Marc, tu nous offres avec ton compère Marjorin une série démarrée de façon géniale, parce que c'était après une coloscopie de son héros. Déjà, ça démarrait fort. Oui, c'est ça, oui. D'associer la coloscopie à Harley Davidson, c'était pas évident, mais c'est en fait ce qui a donné un peu le focus sur cette série au départ. Donc je trouvais ça assez marrant. De toute façon, c'est autobiographique, donc j'avais réellement passé une coloscopie. Et en fait, cet album qui devait être un one shot à l'origine, parce que voilà, raconter un peu le milieu biker comme ça en 44 planches. Oui, c'est avéré que la demande d'une suite a été assez forte, donc on s'est remis au travail avec Franck et j'ai écrit les 3 tomes suivants. Pour l'instant, il y a au tome 4, un par année. Voilà, et écoute, moi j'attends le 5e parce que sincèrement, je trouve que la série évolue très très bien, en tous les cas à mon goût, parce que j'adore l'humour qu'il y a à toutes les pages et j'aime beaucoup l'univers que tu façonnes au fur et à mesure des volumes. C'est-à-dire, ce que j'essaie, c'est de me distinguer un petit peu par l'écriture des albums de moto qui existent déjà, dont certaines séries sont vraiment excellentes. Beaucoup sont dans la lignée du Joe Bar Team. Mais là, ça parle de moto, mais ça parle pas que de moto, ça parle aussi de quinquagénaire, ça parle aussi des problèmes de couple, ça parle de plein de choses, mais la Harley est là en fil rouge constamment. Donc, oui, ça, là, dans ce monde de Harley, tu introduis un sidecar, qui n'est pas de n'importe quelle marque. Oui, encore une fois, Je veux une Harley, c'est vraiment une série autobiographique, que je caricature beaucoup de choses, mais au départ, c'est basé sur des histoires qui m'arrivent. Et puis après avoir été passionné par Harley, la passion continue, je pense qu'elle s'arrêtera jamais. Je me suis intéressé aux sidecar Ural, sidecar russes donc Mon Dieu. qui sont basés, le moteur, qui sont, comment dire, qui découle un peu de la BMW R72 de 1941, voilà, pour être précis. Et donc c'est la BMW russe. Qui a connu pas mal de problèmes de fiabilité pendant des années, mais qui depuis quelques années est devenue vraiment une moto originale et quand même aujourd'hui assez fiable. Marc, on prévient, on a un possesseur de invité, Ural. Voilà, un possesseur de Ural pour nous donner. Qui possède cette moto depuis au moins 10-15 ans. Non, elle est bientôt 10, on va dire. 10, voilà. Donc il pourra sans aucun souci. Voilà, et on l'a invité aujourd'hui justement pour parler de il va nous donner son avis. Voilà. Ouais. Et donc, l'univers de la moto a comme d'habitude la place centrale dans ton livre. Oui, bien sûr. La moto, moi je le raconte dans le bouquin. Moi, je suis venu au Eurocube assez tard. Et puis, j'étais passionné de moto quand j'étais gamin. Et puis après, la vie a fait que j'ai passé mon permis de conduire de voiture. Je suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai travaillé, puis jusqu'au jour où je me suis dit maintenant je vais m'acheter la grosse moto que j'ai pas pu m'acheter quand j'étais plus jeune. Et donc la passion est revenue. Et puis aujourd'hui je ne pense qu'à ça. Je travaille autour de la moto. Je bricole à mon petit niveau mes motos aussi. Moi je suis pas mécano, mais il y a des petites choses que je fais, j'entretiens, etc. Donc ça fait partie de ma vie. Donc moi, c'est un réel plaisir d'arriver à travailler la bande dessinée avec une passion, avec la passion de la moto. Donc, on le sent.
On le sent, et puis alors avec du bien réel, parce que en fait, si vous voulez vérifier ce qui arrive aux protagonistes, et puis il y a le prochain Ventoux classique dont tu parles, parce que ça va se passer au moment où il y a cette épreuve et où il y a aussi la bourse trimestrielle de Velleron. Et si les lecteurs veulent vérifier l'ambiance de l'album, eh bien, il faut qu'ils aillent au 24 avril pour pouvoir profiter de tout ça. Et c'est grâce à toi qu'on a mis l'événement dans notre calendrier, parce que après avoir lu la BD, je suis allée voir en fait sur le site du Ventoux Classique, et effectivement ça donne envie de faire le déplacement. Oui, mais des montées historiques, je sais qu'il y en a plusieurs en France, mais moi c'était la première fois que j'assistais à une montée comme ça de motos anciennes, et c'est le club de motards des Boost Fighters qui m'avait dit de venir, parce que ce sont devenus des copains. Il y a un chapter qui est dans la région, et moi j'ai passé un super moment à voir ces vieilles motos grimper comme ça. Évidemment elles roulent sur 4-5 km seulement, mais c'était vraiment un super moment. Et dans la région, on a la chance d'avoir aussi beaucoup de brocantes motos tout au long de l'année. Oui, celle de Velleron, on essaye de l'annoncer, même si nous on est très loin, parce que c'est un super moment pour les motards de cette région. Et donc on va juste demander l'avis à Laurent qui est donc aux commandes d'un Oural depuis une dizaine d'années. Et comment tu as réagi à la lecture de Alléluia ? C'est sympa ce grand écart entre la moto russe et la moto américaine, quoi. C'est ça qui est amusant. On avait bien un concessionnaire dans la région qui faisait les deux marques, donc c'était amusant. Et puis moi je voudrais citer, vu qu'on est dans les ouvrages, et puis je sais pas si tu le possèdes, cher auditeur, c'est 50 ans de moto russe, Oural et Dniepr de Constantin Parvulesco. C'est sorti chez Etaï. Et voilà, là si on veut se renseigner un peu plus, je pense qu'ils en parlent mieux que moi. Il y a des photos et c'est un très très bel ouvrage. Écoute, je cherche ce livre désespérément depuis des années, mais il est en rupture de stock. Mais a priori, il n'est pas réimprimé. Écoute, il te le vend là, mais très cher. Je te fais des photocopies si tu veux. On peut te faire des photocopies, il n'y a pas de problème. Non, mais je me suis renseigné et ça monte à des prix incroyables. Je crois que quelqu'un le vendait 100 € sur Internet. Oh oui, je l'ai pas payé ce prix-là, non. Non, il coûte une quarantaine d'euros, mais c'est vrai que c'est un livre que, justement, quand je suis dans des brocantes, moto ou pas moto, je jette un coup d'œil, mais pour l'instant, je l'ai pas encore trouvé. T'as bien de la chance. Vas-y, au moins tu gardes une quête, tu vois. Il faut toujours avoir une quête. On va essayer de faire passer le message. On sait jamais, parmi nos auditeurs, il y a peut-être quelqu'un qui serait trop heureux de s'en débarrasser, de partager. Faire de la place. Alors Laurent, faire un cadeau. Comme c'est les soldes en ce moment, Laurent va te faire un prix. Il va te le faire à 150. Voilà. Moi, en tous les cas, ce que je vous conseille, c'est d'aller lire les dialogues de Alléluia. Moi, je me suis régalée. Et quand je pense au discours d'Alain, qui effectivement pense à ses frères russes dans leur usine mal chauffée, qui ont découpé, plié. C'est tout rigolo, c'est plein de clins d'œil, c'est plein de charme. Moi, je dois dire que j'avais envie de dire Alléluia, on a une super BD là, et il faut... Merci à Laurent, le possesseur de Oural. Oui. C'est que moi aussi j'ai un Oural depuis 2 ans, donc j'ai acheté un des derniers Oural Carbu parce qu'ils sont passés en injection. Bonne idée. Voilà, parce que moi, mon Harley c'est une injection, j'en suis très content, mais j'avais envie en démarrant mon Oural, de la faire chauffer, le bon vieux temps. Et pour être honnête, elle a démarré au kick. Et pour être honnête, Marc, c'est un symbole. En fait, Laurent est très gentil. Il va dire à personne qu'on a pu le chahuter quand il est arrivé. C'est des jaloux. N'écoute pas ces gens, ils sont jaloux. Et maintenant, on est conquis. Après un peu. On va revenir justement. On lui a dit, écoute, quand il l'a acheté cette Ural, Laurent, on lui a dit de toute façon, t'en as pour 2 ans, et puis c'est tout. Après, tu peux aller la mettre. Je sais pas où, hein, mais voilà. Ils ont tous jeté leur moto, j'ai toujours la mienne. Voilà, et contrairement, ça fait presque 10 ans qu'il la possède et qu'il roule avec. Hein. Non, mais c'est des motos formidables, les Oural. Bon, elles se sont fiabilisées au fil des années, mais on peut je pense que c'est ce que Laurent a fait, on peut changer un peu des pièces pour
les rendre plus fiables. Mais c'est des motos, on fait le tour du monde avec. Il y a des gens qui partent très très loin. Alors si tu respectes le cérémonial, eh bien il n'y a pas de problème. Hein. Tu fais chauffer avant de partir. Tant qu'il y a de l'huile et de l'essence. Et tant qu'il y a de l'huile, voilà, c'est bon, et de l'essence. Non, c'est vraiment des motos attachantes et avec une ligne incroyable. Enfin, moi j'adore. C'est vrai que quand on met, dans le bouquin on le voit aussi, quand on met une Harley et une Oural, bon, c'est pas que la Harley est devenue banale, mais c'est vrai que ça s'est pas mal démocratisé, tandis que la Oural, il y a toujours quelqu'un qui vient te parler dans le moindre village, quoi. Il y a toujours un papy, un gamin. C'est vrai que c'est une moto à bonheur, quoi. C'est une machine à bonheur. Alors ça fait vieux, hein, mais bon. Voilà, justement, elle est bien restaurée votre machine. Ben non, elle est neuve. J'ai failli me battre. J'ai failli me battre avec des jambes. J'ai dû montrer la carte grise. C'est l'avantage, c'est qu'une moto que tu vas au magasin, tu l'achètes neuve. Déjà, quand tu sors, elle est vieille. Ouais, mais ce qui est génial avec les Oural, c'est que bon, moi je vais de temps en temps à des concentrations Harley, bon même si je commence un peu à être lassé, mais c'est histoire de revoir des copains. Mais si tu viens avec une Oural, tu peux être sûr que tout le monde va se précipiter autour de l'Oural. Il y aura un attroupement autour de l'Oural. Et dans une concentration Harley, ça plaît aux Harleyistes. Hein, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est me garer en vrac. Et puis tout le monde regarde et dit comment ce con va réussir à sortir de son parking. Et là, t'enclenches la marche arrière, tu recules gentiment et tout le monde ouvre des grands yeux et fait... Tout ça parce que voilà, cette machine possède une marche arrière. Tout ça, mécanique, tout à fait. C'est bien conçu. Avec ta grosse Harley de 340 kilos, va faire une marche arrière. Tu réfléchis avant. Et même les Oural qui solo, bon en France c'est plus homologué, mais même les Oural solo ont la marche arrière. Ah oui, ils se sont pas embêtés à changer quoi que ce soit. Non, ça c'est génial. Merci Marc. Et donc au plaisir de te retrouver avec nous dès que le 5e album sera en vente. Ok, ce sera un plaisir de revenir sur la radio. Et puis voilà, en tout cas, vive Harley, vive les Oural. Voilà, et on peut rappeler qu'il y a quand même, ou dire qu'il y a une amicale Dniepr-Oural, et que si on cherche sur Internet, c'est un milieu bien vivant de gens qui s'entraident, qui suivent des conseils, des tuyaux, qui se réunissent régulièrement. On fait des rassemblements, des trucs sympas, des balades et tout. Il faut pas hésiter. On est ouvert à toutes les motos des pays de l'Est, et puis les autres aussi. Y a pas de problème. Et je confirme, ils sont bien vivants. On vous a tous enterrés la dernière fois, d'ailleurs. Hein. Faisez-moi les malins le lendemain. Voilà. On n'oublie pas, hein, tu es à la recherche de 50 ans de moto russe. Alors c'est Laurent qui va dire l'auteur. Alors 50 ans de moto russe, Oural et Dniepr, Constantin Parvulesco, et c'est sorti chez Etaï. Etaï, c'est une boutique qui est à Boulogne-Billancourt. Voilà. Et si on a des nouvelles, on te fait suivre. Mais sinon, si tu trouves pas, on peut toujours te faire des photocopies. Hein, ce sera un peu moins. On n'a pas le droit, faut pas le dire. Et l'auteur, alors, il va râler. De quoi il va vivre, ce monsieur? On trouve plus le bouquin de toute façon. On va pas arrêter la miche. Bon dimanche, Marc. À bientôt. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir, merci.
comme ça les motards, il faut pas grand chose pour engager une grosse conversation. Alors une orale c'est quoi, ça roule pas, ou alors ah non je préfère ça, et puis jamais je pourrais acheter ça, non je me vois pas sur cette moto. Enfin bref, écoute, ça va durer encore 2 heures comme ça. Patricia, aujourd'hui on va parler présentation d'un motoclub. Voilà notre rubrique motoclub du mois, et à l'approche de l'Enduropal, on s'est tourné vers un motoclub qui donc pratique le motocross. Bienvenue à toi Jérémy pour nous parler du motoclub de Vingles. Oui, c'est ça. C'est les étangs. Ouais, voilà, le motoclub des étangs qui se situe sur la base de loisirs de Vingles, Douvrin, Bilberclos. Un motoclub en plein essor, car par rapport à l'année 2014, quand on a eu 25% d'adhérents en plus. Donc c'est un club qui se porte très bien, quoi, de tout niveau, de tout âge. Qui démarre de 6 ans, encore notre plus jeune adhérent cette année, donc qui a pris sa première licence 7 ans, au plus ancien de la région, Roger Cardon, qui va sur ses 74 ans. Il n'y a pas de problème avec l'âge. Si on a des enfants, qu'on a envie de leur faire découvrir le motocross, on peut s'adresser à vous. Donc, et un adulte qui aurait envie de se mettre comme ça à cette discipline et qui n'aurait pas vraiment d'expérience. Il n'y a pas de souci, il sera bienvenu au club, comme on dit. Donc non, on est ouvert à tout niveau. Au sein du club, on propose des stages, surtout cette année où on a eu pas mal de demandes. On va mettre en place avec nos animateurs un stage d'adultes qui se déroulera au mois de juin, car on a pas mal de demandes justement des personnes qui veulent s'y mettre, quoi. On ne fait pas que l'adulte, on met aussi en place des stages au niveau de nos jeunes, ainsi que l'école de conduite UFOLEP, car on est un club qui dépend de l'UFOLEP. Mais ça, je sais qu'on va en parler après. Voilà. Et au sein du club, donc là, l'année dernière, on a fini à 268 licenciés, donc c'est pas rien, c'est un des plus gros clubs UFOLEP de la région, si ce n'est le plus gros club. Et là-dedans, on a 80 pilotes qui participent au championnat, donc motocross UFOLEP, et on a une vingtaine de trialistes de motos anciennes, dont on fait une épreuve au mois de juin cette année. Et pour avoir toutes ces infos, les infos plus précises des horaires, qui contacter? Alors, on a un site, le MC des étangs free.fr, où là, on a toutes les infos au niveau du club, les dates, les heures d'ouverture, les contacts. Ou alors, on peut se déplacer directement lors des séances d'entraînement le week-end, quoi. Et il faut le préciser, parce que quand on a des enfants, qu'on va faire démarrer un sport, le club accepte les tickets loisirs des caisses d'allocation familiale. Oui, c'est bien ça. Ouais. À savoir aussi qu'en France, pour démarrer la moto, il faut 6 ans minimum. Car en dessous, on ne peut pas délivrer de licence. D'accord. Et alors, si t'es papa, tu seras papa, donc est-ce qu'on peut... Tu fais de la moto ou du motocross, est-ce que tu peux donner une carte d'adhésion à 6 mois déjà ? À 6 mois. Comme tu dis, à 6 ans, ça commence à 6 ans. À 6 mois ? Non, on peut faire une allusion, non ? Vous avez une autre question, peut-être ? Oui. Ça, c'est ta question piège, en fait. C'est l'humour lamichien. Il va falloir qu'on réfléchisse pour tout comprendre. Tu tombes sur un passionné de motocross. Il dit, moi, mon fils, il faut absolument qu'il soit, dès qu'à sa naissance, il faut qu'il ait une licence au motoclub de Vingles. Mais il faudra qu'il attende. Oui, voilà. Il n'y a pas encore de liste d'attente de cette envergure-là, Jérémy. Tu m'as dit entre 6 ans et 77 ans, c'est ça ? Ouais, après, je veux dire... T'imagines, on peut dire, voilà, écoute... tant que la santé le permet, en fait. Voilà. Mais si on prend la licence UFOLEP, qui est valable du 1er septembre de l'année au 31 août, donc ça couvre complètement, ça donne accès gratuit au circuit du motoclub. Du motoclub, oui, c'est ça. Mais quand même avec une participation financière, parce que je sais pas... Non, en fait, lorsque vous prenez votre licence, dans la licence, on a une part qui revient au club et le reste au niveau du FOLEP, et donc vous avez accès gratuit et illimité au terrain, aux heures d'ouverture. Ensuite, la licence vous donne droit de rouler partout en France sur les terrains affiliés à l'UFOLEP. Et là, par contre, les terrains, lorsque vous allez chez un autre club, ils vous demandent un droit d'entrée, qui peuvent varier de 6 à 15 euros, on va dire. Et en restant très sérieux, le 26 juin, c'est le trial. C'est le trial Afata, donc moto ancienne. Voilà.
Très belle épreuve. Très, très belle épreuve, surtout pour les amoureux des vieilles machines. Moi, j'étais pas un connaisseur. Que des vieux, de toute façon, là, hein. Y a pas de jeunes. Alors, que des vieux, on va dire que des vieux au niveau machine, alors. Parce qu'au niveau, au niveau pilote, on est surpris, il y a des jeunes. L'année dernière, on a eu un participant de 16 ans. Donc, bon, c'est vrai que l'année dernière, pour ceux qui étaient présents, on a un peu pataugé, on va dire. Car on n'a pas été verni par la météo, quoi. Donc cette année, on espère que ça se déroulera mieux. La date est prévue au mois de juin, car il y a un autre club qui avait pris notre date du mois de mars. Ah, c'est ça qui explique le changement de C'est date. ça qui explique notre changement de date. C'est vrai que le trial à Vinques, c'était le mois de mars, quoi. Et là, avec les amis trialistes, quoi, on a décidé d'une nouvelle date. Donc on espère réussir niveau météo et au niveau visiteur. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et donc, là, on va faire une petite pause musicale, hein, et puis on va retrouver Dominique Barrois pour la suite, pour nous parler donc de l'UFOLEP. Et donc, comme tu disais, oui, le MC de Vingles est affilié à l'UFOLEP. Ouais. Et profite de tout cet encadrement. Voilà. Have I gone blind? I gotta know, baby, where I stand. I can't sit here no man land. Friday night you have to stretch your thing. I see you left out my diamond ring. What painted up just a way to see. You put on that you're leaving me. I gotta know, baby, where I stand. I can't sit here no man land. Truck stop alone and another sin. I never left you with a need for much. You're gonna find it in another man's touch. I guess I know, baby, where I stand. I can't sit here, no man. Notre deuxième rendez-vous de motocross, c'est avec Dominique Boulonnet, qui est l'ancien président du motoclub de Vingles, des étangs, hein, à Vingles. Voilà. Oui, Dominique Boulonnet, qui est aussi président de la commission technique régionale Flandre et Artois. Mais Dominique Boulonnet, pourquoi tu m'as soufflé Barrois tout à l'heure? Oh bah t'es pas gonflé là, Patricia. Alors là, révise tes fiches. Assume. Révise tes fiches.
Donc, oui, on va te laisser le micro, Dominique. Oui, donc merci d'abord d'inviter la moto tout-terrain dans votre émission, parce que vous êtes plus peut-être une émission routière, mais c'est sympa. Non, pas du tout, Dominique, pas du tout. Oui, remarque avec Guy, mais toutes disciplines confondues dans la moto, et Dieu sait qu'il y en a en moto. Exactement, d'inviter l'UFOLEP également. Oui, donc Jérémy est un peu modeste. Il gère un club de près de 300 adhérents. Et Dis donc, tu ne l'avais pas dit ça. Et je pense que c'est un des plus gros clubs du UFOLEP de France en moto, parce que souvent les associations tournent entre 15, 20. Il y a quelques associations qui frôlent les 100 adhérents, mais près de 300 adhérents, c'est l'exception quand même. Voilà, donc moi, depuis quelques années maintenant, je me suis engagé, je dirais, à un niveau un peu plus régional, puisque je gère avec une équipe d'une quinzaine de personnes l'activité moto UFOLEP en général. Donc ça représente beaucoup de motocross en partie, le trial, et également une activité qui est le mob vitesse, avec un club spécifique qui s'appelle Continental Vario et qui organise pour les jeunes en particulier des activités 50 cm3 mais en vitesse. Alors c'est une activité qui a beaucoup de difficultés depuis quelques années, parce que avant on les autorisait encore, quand je dis on les autorisait, je parle pas du UFOLEP mais des préfectures et sous-préfectures, d'organiser quelquefois sur par exemple des parkings de grande surface, mais bien sûr les conditions de sécurité sont de plus en plus strictes, et maintenant ils sont obligés d'organiser sur piste, donc ils sont dépendants ils vont souvent à la piste de karting d'Ouvrain par exemple, mais ça leur coûte de l'argent, de location, donc ils arrivent néanmoins à maintenir 5 ou 6 dates dans la région Nord-Pas-de-Calais pour évoluer. Sinon au niveau motocross, on a un calendrier cette année qui s'étale, je dirais comme traditionnellement, d'avril à fin septembre, avec 14 épreuves réparties sur toute la saison, quoi. Voilà, on va faire peut-être un petit tour des circuits un peu sur ce calendrier UFOLEP. Ça commence le 3 avril à Loun-Plage. Voilà, donc Loun Plage, qui est le terrain d'entraînement, on parlait tout à l'heure du Touquet, tu parlais du Touquet, donc qui est le terrain d'entraînement des pilotes de sable à longueur d'année, et qui est à double affiliation. En réalité, il est affilié à la Fédération française, également à l'UFOLEP, et donc il organise une épreuve. C'est par l'intermédiaire d'un club qui est à côté de Loun Plage, qui s'appelle le motoclub de Capelle-la-Grande. Ensuite, on ira à Arleux. Le mois d'avril est traditionnel dans les dates. Donc à Arleux, pour un motocross régional, plus l'école de conduite UFOLEP. On parlait tout à l'heure des jeunes. Donc régionalement, depuis plus de 20 ans maintenant, des stages sont mis en place avec des animateurs formés par les clubs ou formés au niveau régional, et qui encadrent tous ces enfants pour les amener à la compétition. Jérémy parlait de l'âge des licences tout à l'heure. Au jour d'aujourd'hui, la loi française interdit également la compétition avant 12 ans. Donc pour occuper les enfants de 6 à 11 ans avant leurs 12 ans révolus, il faut les maintenir en stage et en démonstration cross, mais sans classement, sans grille de départ pour les gens qui connaissent le motocross. C'est vraiment une caractéristique formatrice dans ce cas-là, quoi. Et l'avantage pour un club d'avoir comme ça une double affiliation, FFM, UFOLEP, alors, ça peut être complémentaire, donc? Bien sûr, mais c'est tout à fait complémentaire. Bon, il faut savoir déjà que les pilotes, certains, pas tous, parce que c'est quand même un sport qui coûte de l'argent. Et justement, je réfléchissais tout à l'heure, je voulais faire une petite aparté. Il y avait encore, moi ça fait plus de 30 ans que je suis dans le monde de la moto UFOLEP, il y avait encore avant beaucoup de gens qui étaient des routards qui faisaient du motocross, ou vice-versa, qui étaient des crossman et qui avaient une moto routière. Bon, maintenant, vu les conditions quelquefois financières, on en voit de moins en moins. Il y en a encore dans les anciens, mais soit on se spécialise dans le motocross, soit on fait de la moto de route, quoi. Sinon, oui, au niveau de la double affiliation, ça c'est parce que certains pilotes, par exemple, pratiquent dans les deux championnats. Il faut bien sûr la licence dans les deux fédérations, c'est une obligation, et donc le club s'affilie dans les deux fédérations. Bon, nous, au Motoclub des Étangs, c'est un choix politique dans le sens qu'on a toujours eu assez d'adhérents, on ne veut pas non plus arriver à des 400 ou 500 adhérents, parce qu'il faut gérer, quoi. C'est quand même beaucoup d'administratifs, gérer une association, quelle qu'elle soit. Donc le Club des Étangs est toujours resté à simple affiliation, quoi.
Mais depuis ses origines, l'UFOLEP a quand même une politique spécifique. Oui, l'UFOLEP, on va dire que la Fédération française favorise l'élitisme, c'est-à-dire que si on veut être quelqu'un de reconnu, avoir des résultats, paraître un peu plus dans la presse, il vaut mieux tout de suite s'adresser à la Fédération française de motocyclisme. Par contre, l'UFOLEP a toujours eu une vocation de sport pour tous, donc on accepte tous les niveaux de pilotage, bien sûr, avec des restrictions de sécurité, des choses comme ça. On accepte également les enfants, mais ce que fait également la fédération. Mais on voit souvent, par exemple, Adrien Van Beveren, qui est actuellement bien classé au Dakar, a fait ses premières armes en UFOLEP, par exemple. Jean-Michel Bayle, qui a fait une carrière aux États-Unis, a fait ses premières armes à Arleux. Ses premières courses, il les a faites à Arleux quand il avait 6 ou 7 ans, en UFOLEP également. Donc c'est soit pour le sport plaisir, le sport pour tous, on reste en UFOLEP, et puis si on veut évoluer en compétitivité, il faudra un jour ou l'autre passer en fédération française. Écoute, Dominique, on va passer un morceau de musique. On va revenir un petit peu sur la fin. Enfin, on n'est pas encore au milieu du calendrier, parce qu'il reste encore une scène d'épreuve. J'ai vu qu'il y avait une nocturne, donc c'était le motoclub d'Iceberg. Oui. Donc voilà. Une date traditionnelle. Donc c'est un motocross amical nocturne où le club invite les fédérations étrangères. Et je parlerai tout à l'heure un peu plus de l'épreuve qu'organise Jérémy fin août, qui est le championnat international, mais là officiel.
Dominique, on va vite finir avec ce fameux calendrier UFOLEP, parce qu'on doit partir en Norvège. On a 5 minutes à faire, on va avoir 9 minutes. Ça va faire un peu chaud, mais bon, on devrait pouvoir y arriver. Donc on va terminer avec le motoclub de Ving. Je suppose c'est ton motoclub fétiche. Je suppose que t'es l'ancien président. Oui, mais bon, maintenant je gère toute l'activité. Mais tu es comme président de UFOLEP, donc tu dois. Voilà. L'activité, on va pas énumérer toutes les dates, mais bon, sachez que d'avril à fin septembre, il y a 14 manifestations d'organisées avec des points phares. Donc le motocross international d'Isberg qui a lieu le 20 août en nocturne avec feu d'artifice. Voilà. Et puis également Jérémy qui accueillera une semaine plus tard, le dimanche 28 août, la manche française du championnat d'Europe IMBA, une fédération internationale Motorsportbond for Amateurs. Oui, c'est un truc flamand, je crois. Voilà, c'est une fédération flamande. L'accent est bon. Qui regroupe une dizaine de fédérations amateurs, dont l'UFOLEP en France. Et donc un championnat qui se déplace dans tous les pays, quoi. Et donc Jérémy accueillera la catégorie Open, les 250-500, pour la manche française. Tiens, pendant le morceau de musique, on parlait, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans les studios, il y a presque plus de femmes que d'hommes. Est-ce que les femmes arrivent au motocross, prennent des licences ? Ouais, bien sûr. Oui, Jérémy. C'est-à-dire oui, parce que elles sont classées devant Jérémy, alors il est député. alors Jérémy, qu'est-ce qui se passe ? Non, donc on compte. Bien sûr, on n'oblige pas les gens à faire les compétitions complètes, tout le calendrier, mais une quinzaine de féminines ont été classées en 2015. Et bon, on leur laisse par exemple le choix de la catégorie. On leur impose pas, par exemple, si elles roulent en 125, de rouler forcément en 125, qui est une catégorie un peu plus rapide, et ils peuvent aller dans une catégorie qui s'appelle Prestige, réservée aux anciens et qui roule un peu moins fort, un peu moins vite, mais après elles ont le choix suivant leur niveau. Et d'ailleurs en 2013 ou 2014 la région a eu une championne de France UFOLEP. Puis on a aussi une superbe championne, Livia Lancelot. Exactement. Qui représente bien aussi le sport français en motocross. Voilà, tout à fait. Féminin. Tout à fait. Qui était au Supercross de Lille. Supercross de Lille, ouais. Et donc, pour terminer, je donne l'adresse, si vous le permettez, du site internet de l'activité moto UFOLEP dans notre région. Donc, c'est http://ufolep.moto.59.62 pour les 2 départements, .free.fr. Et puis, je termine, si vous permettez. La grande région vient de se former, donc en moto UFOLEP, la grande région va se mettre en place également à partir du mois de juin de cette année. Donc avec la Picardie. Exactement. Très bien. Donc on peut retrouver l'intégralité des épreuves, page 5 du calendrier des motoclubs. Tout à fait, qui a été distribué à tous les... Il est tiré à 1200 exemplaires, distribué à tous les clubs. Ouais, alors le calendrier c'est 35 000, par contre là, ton petit calendrier c'est 1500. Oui, voilà. Merci d'ailleurs de nous publier. Tu suis pas Dominique, tu suis... Très bien. Écoute, on charge les motos parce que là, on met la tente sur le porte-bagages. On va remplir les sacoches parce que après, nous, on se barre en Norvège. En Norvège. Merci. Je sais comment. Your mind. Now you can see I slowly move around. They're staring right at me. I look far and wide as they arrive in 2s and 3s. I try to signal someone to make them believe. Still I try to make them believe everything I see. Make them believe everything I need to be. Make them believe everything I see. Make them believe. Make them believe. I failed, but I tried. Seen what they
try to make them believe everything I see. Make them believe everything I need to be. Make them believe everything I see. Make them believe. Make them believe. Contact, coup de kick, et on part en Norvège. Oui, on va partir en Norvège parce que avec Valérie et Edwige, elles sont femmes, elles sont motardes, elles roulent, elles mécaniquent et elles se concoctent des périples. Alors, donc un beau voyage en Norvège. Alors moi, ça m'a. Tout de suite, on va donner un petit peu l'esprit de la façon dont vous procédez. Vous aviez le projet de partir en Croatie. Oui, c'est ça. Bonjour, moi Valérie, c'est la brune, qu'on appelle aussi la jaune parce que je roule en moto jaune et puis en FZX précisément. Toujours habillée en jaune avec un casque jaune. Et puis mon amie Edwige, la blonde et aussi la rose. Oui, parce que moi j'ai un casque rose et un blouson rose. Là s'arrête la comparaison éventuelle avec les Télétoubbies. Merci Patrice. Il va falloir qu'on s'y remette. Je me désappeler ça. Donc, enfin, toujours est-il que pendant que les hommes s'entraînent autour de Wingles, Isberg et essaient de préparer des motos faciles pour les femmes, elles partent en Norvège. Voilà, ça c'est dit. Voilà, ça c'est fait. Donc, mais précise qu'il y a eu quand même un changement de plan parce que c'est ça, partant pour la Croatie, arrivant en Norvège. Au départ, on voulait partir en Croatie parce qu'on nous avait dit que c'était très joli. On pensait partir en Croatie. C'est pas la route. Et donc, on a préparé l'itinéraire sérieusement plusieurs mois avant. On a acheté des cartes routières pour ma part. Edwige... Moi, j'ai fait en sorte que sur mon GPS, je puisse avoir les routes de la Croatie. Voilà, et vous êtes parti en Norvège. Mais oui, mais alors attends, on va t'expliquer comment ça s'est passé. Tout ça, c'est très logique. La cause des femmes est défendue. C'est pas une erreur d'orientation. Ils sont en train de se moquer de nous? Non, pas du tout. Non, c'est marrant. Allez-y. C'est marrant ce que vous dites. Alors, c'est pas une erreur d'orientation, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est simplement que on a une grande adaptabilité. Voilà. Et c'est ça qui fait notre force. Voilà. Et quelques jours avant, je sais pas si vous vous souvenez, on a eu un été assez chaud, avec 35 degrés en France, et puis en Europe centrale, il faisait extrêmement chaud. On a eu l'occasion de voir que ma moto avait du mal à supporter la chaleur, perte de liquide de frein important. Et un jour, j'ai vu Edwige arriver avec la mine complètement définie. J'avais pas de fuite comme ta bécane. C'est ce que j'allais dire. En revanche, j'avais beaucoup de mal à supporter la chaleur, donc on a décidé de partir en Norvège. Ça s'est fait au petit matin. J'ai dit, si on partait en Norvège, allez, va pour la Norvège. Et voilà. Et première valeur vraiment motarde, la liberté. Voilà, vous pouvez très bien changer de plan et y arriver, ça vous pose aucun problème. Juste, on a dû racheter des cartes. Mais sinon, oui, comme notre façon de voyager, c'est de partir à l'aventure en camping et sans réserver. Là, on a bien fait de pas réserver du tout, parce que. Bon. Je comprends que des cartes de Croatie en Norvège, ça peut pas bien. C'est pas utile. Ça peut pas le faire. C'est pas utile. Et on a dû aussi changer de duvet parce qu'on avait prévu des duvets très légers.
Donc on a dû prendre des duvets chauds, mais c'est tout, c'est les seuls changements qu'on a fait. Et donc nous voilà partis. Changement de destination, changement de carte, etc. Et on est parti en août pour 15 jours. Donc l'itinéraire prévu pour faire vite, on allait passer par la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et enfin la Norvège. Au total, on a parcouru 5000 km. Et on avait environ 1600 km pour arriver à la frontière norvégienne, à Oslo. Donc on n'avait absolument rien réservé, on avait préparé les bécanes. Ouais. On avait appris à graisser la chaîne seule. Un peu plus quand même. Non, mais ça vous paraît un détail, mais mettre la bécane sur la béquille centrale, une bécane chargée, et quand on est petit, pas très costaud, c'est pas évident. Mais à deux, on y arrivait. Et puis, on a évité de prendre on voulait prendre une gazinière, mais on n'a pas pris. On était trop chargés. Non, mais j'ai acheté quand même. Elle pourra servir pour un autre voyage. Ouais. Alors d'autant que moi, il fallait que je parte avec un jerrycan plein, puisque j'ai que 150 km d'autonomie pour aller en Norvège, c'est un peu court. Et puis voilà, donc on est parti. Et première étape à Venlo, et là je vais donner la parole à Edwige pour parler de ses exploits. Oui, écoute, c'est pas difficile. En fait, on prenait de la voie rapide et puis à un moment donné, ma moto très sautait. Donc, je pensais au départ que je me suis arrêtée, je pensais que c'était le revêtement. Et en fait, non, il s'est avéré que j'avais problème de roulement de roue à l'avant. Donc on s'est arrêté très vite à une station-service. J'ai appelé mon assurance et le gars qui est venu, il n'était pas du tout spécialisé en bécane et il nous a gentiment orientés vers un camping le plus proche, mais il a quand même fallu faire 30 km à 30 km/h avec un roulement à l'avant HS. Voilà, donc ça, et puis c'est arrivé un samedi après-midi, c'est ça ? Oui, et puis on avait fait au moins 300 bornes, dedans. Ça commençait fort. Un samedi après-midi, il faut savoir qu'aux Pays-Bas, en Allemagne également, en général, les commerces sont fermés. Donc Edwige a eu la bonne idée de tomber en panne un samedi après-midi. Je lui en veux pas, mais enfin... Un petit peu quand même. Elle a fait chuter ma moyenne. Mais bon, je l'ai attendu et ça s'est bien passé. Donc on est parti, on a campé pendant 3 jours, parce que le samedi après-midi est fermé, le lundi également. Edwige, donc toi tu as pu diagnostiquer ta panne. Oui, j'ai potassé sur internet et puis en anglais parce que du coup on a mis la bécane devant la porte d'entrée de la boutique qui devait réparer le lendemain, et le lendemain quand je suis arrivée je leur ai dit, je me suis adressée tout de suite au gars en anglais, je leur ai dit que I have a big problem with my Suzuki. Donc il m'a regardé avec des grands yeux, et puis quand je lui ai dit en anglais aussi que c'était probablement un problème de roulement avant, il a halluciné, parce que c'était effectivement ça, j'avais bien diagnostiqué, et la réparation a été vite faite. Donc on a vite taillé la route. Oui. Pour rattraper le retard. La réparation a été faite sous notre haute surveillance. Oui, on a vérifié que... Oui. Donc après, on a redémarré, on a pris la route en direction de Puttgarden pour prendre le ferry vers le Danemark. Et donc, première traversée en ferry. Et là, c'était notre première fierté. C'était la première fois que vous êtes liés avec la bécane. C'est super. Donc on a fait des photos avant, pendant, après. On avait pas mal d'admirateurs. On a sanglé les bécanes dans le ferry. Donc voilà, super fiers. Alors que par la suite, c'est devenu de la routine. On avait toujours autant d'admirateurs, mais on signait plus d'autographes. C'était devenu facile. Donc voilà, pour ceux à qui ça ferait peur de mettre la bécane sur le ferry, pour les mecs, on peut peut-être faire un truc plus facile. Ouais, on va y penser. Voilà, donc traversée du Danemark. Sans intérêt particulier. En tout cas de ce qu'on a vu. Une petite remarque quand même, parce que vous savez que la monnaie au Danemark, c'est la couronne danoise en fait. On pensait que c'était l'euro.
Donc juste un conseil, ne pas se fier qu'à votre culture, parfois surestimée. Renseignez-vous sur la monnaie des pays que vous traversez. Parce que Edwige, elle pensait juste que le gars, il avait oublié de changer ses prix à la station-service. Elle est blonde, hein. Et non, en fait, c'est parce que c'était en coin de Tu trouvais le litre d'essence était très cher? Non, mais c'est bizarre, ils n'ont pas changé d'affichage. Donc voilà, on a traversé le Danemark et puis ensuite on s'acheminait vers le pont qui nous menait à la Suède. C'est un pont super ce pont, ouais. Magnifique, ouais, qui mesure environ 13 km et qui surplombe la mer. Et alors là, c'était un moment fabuleux, il faisait très beau, heureusement pour nous, et il y avait du vent. Et puis un moment magique, quoi. On s'acheminait vers la Suède par un beau temps. Et la traversée du pont, petite anecdote, coûte environ 26 € pour une moto, hein. Le double pour une voiture, mais voilà, 26 € la traversée. Donc on l'a bien apprécié. Et on l'a tellement apprécié que en fait, arrivé là-bas, on s'est posé, on a refait le plein d'essence. Bon, moi, ça m'arrivait assez souvent. Et puis, on est reparti. Et moi, toujours derrière Edwige, parce que c'est Edwige qui a le GPS. Et j'avais confiance en elle, hein, jusqu'alors. Et puis... Et quand on est reparti, en fait, mon GPS m'a indiqué... j'avais le choix entre 2 villes, mais bon, comme je connaissais pas du tout les villes, moi, j'ai suivi une ville qui nous indiquait de faire demi-tour. Mais je m'en suis pas rendu compte seulement quand on s'est retrouvés devant le pont, mais dans l'autre sens. Alors, mais voilà, et ça se présente comme un péage d'autoroute. Hein. On peut pas dire, on fait demi-tour, on s'en va de l'autre côté. Impossible. Donc Edwige catastrophée, je vais pas repayer 26 €, puis 26 € pour repartir. Bon, donc on s'est adressé au péagiste, hein, si on peut dire comme ça. Qui nous avait déjà repérés. Hein. Qui nous avait déjà repérés. Et puis, quand je lui ai expliqué qu'on était déjà passé de l'autre côté, il m'a dit oui, je vous ai vu. Il a relevé nos plaques d'immatriculation. Il nous a annoncé à la police, la douane, le péage, etc. Et puis, on a pu repartir par des petits chemins interdits à tous. Aux usagers, en principe. Ouais. Voilà. C'est ça. Ouais. Réservé au personnel. Ouais. Donc on était déjà repérés. On n'était pas encore arrivés en Norvège, qu'on était repérés. Donc là, vous étiez à combien de kilomètres? Je sais pas. On était loin. Ah ouais. On était loin, ouais. On était loin. Voilà, là, on était c'est pas joué encore, les femmes, la moto, c'est pas joué encore. On était du côté de Malmö. Non, mais moi, je roule. Non, mais c'est génial parce que, en fait, là, on manque un petit peu de temps pour vous laisser vraiment nous raconter en détail tout ce que vous avez vécu. Moi, j'ai la chance, hein, parce que vous avez très bien préparé tout ça, j'ai la chance d'avoir le journal de votre voyage. Et il y a plein à y apprendre. Il y a beaucoup de choses. Là, c'est parce qu'on s'amuse et puis c'est rigolo comme tout. Mais lors de ce voyage, vous êtes enrichi en expérience. C'est clair. Expérience moto, expérience humaine aussi, avec les rencontres que vous avez faites. Ouais, là, effectivement, on n'a pas beaucoup le temps. Mais sinon, pour ceux qui veulent en savoir plus, on a préparé un show, mais qui est payant. Hein. Donc, traversée de la Suède. Alors, traversée de la Suède, moi je vous le dis, hein, pour ceux qui préparaient un peu vite comme nous, moi j'avais acheté toutes les cartes, mais bon, à force, ça fait beaucoup de cartes à transporter. Donc, j'avais pas pris la carte de la Suède parce que je me suis dit, il y a à peu près 150 km. On était bien d'accord toutes les deux sur la distance à parcourir. Et puis en fait, il y avait 400 km. Donc, on aurait mieux fait d'acheter une carte. La Suède, ça a l'air d'être assez joli, ça mérite le détour, même si nous, on n'a pas eu le temps de s'arrêter beaucoup. Là, on voit déjà des paysages très plats, beaucoup de lacs, des maisons en bois. On a eu la chance d'avoir du beau temps, encore une fois. Et puis, on est arrivé au camping superbe. Alors là, les campings dans les pays nordiques sont très bien équipés.
C'est pour ça qu'on n'a pas pris la gazinière, rappelle-toi. Oui, parce qu'il y a une salle commune où tu peux cuisiner. Bon. C'est bien fait. Et seulement, on est arrivé, alors ça, il faut savoir, dans les pays nordiques, ils mangent très tôt. Donc, on s'est fait avoir 2-3 fois de suite où on allait manger vers 20h, mais en général, on mange à 19h vraiment maximum. Donc, le premier soir, on s'est retrouvés à manger Edwige un gâteau, puis moi des cacahuètes. et donc, vous continuez votre route? On continue notre route, on arrive à Oslo. Oslo, alors tout de suite on arrive en Norvège, contraste très très important au niveau des paysages entre la Norvège et la Suède. Donc là on arrive dans des paysages montagneux avec des fjords. Paysages plein les yeux. Plein les yeux, oui. Et qu'est-ce que vous gardez comme souvenir plus fort de ce périple à deux? Alors, déjà, nous, on a essayé de faire quelque chose on s'est débrouillé avec peu de moyens. Ça nous a coûté... c'est important. Voilà. Le coût de revient, malgré le pont, tout ça. Voilà, c'est ça. Malgré les péages, l'essence qui est assez chère, environ 2 € le litre dans les pays nordiques. On a fait camping et puis on s'est débrouillé avec nos soupes lyophilisées, nos Babybel. Et... Environ 1300 euros par personne. 1300 pour 15 jours. On va essayer de mettre maximum d'infos, de restituer en fait tout votre itinéraire, vos super plans, vos anecdotes aussi, si on peut, sur le forum, pour que tout le monde puisse en profiter. Et on ne peut avoir que l'envie de partir, que des idées de voyage, et pas se sentir freiné. Après il faudra donner des conseils à Christine, parce que dans 15 jours, elle veut partir en Norvège. Oui. Elle veut faire l'hivernale, en fait. Oui, il y a une hivernale en Norvège. Le Savalen Rally. C'est tout près du cercle polaire. 300 km du nord. Donc il faudra lui donner des conseils, mais c'est l'hiver. Voilà, l'émission se termine. Donc merci d'être venu aujourd'hui dans les studios de Radio Campus. Merci Patricia, merci Valérie, merci Edwige, merci Dominique. Alors merci Laurent, Lural, merci Christine. Et attention, je rappelle que dimanche prochain, super émission, émission Enduropal avec Arnaud Demester, David Oquier et Vincent Cambier dans les studios ou au téléphone. Voilà, rendez-vous donc dimanche prochain 11h pour une nouvelle émission au revoir du magazine de la moto. Bon dimanche à tous.